Je m'appelle Diana. J'ai 32 ans, et je dirige les opérations d'un groupe de restauration, qui sert 3000 couverts par semaine, répartis sur 4 établissements. Je sais comment une addition passe de la cuisine à la table, de la même manière que la plupart des gens savent nouer leurs lacets. Alors, quand mes parents ont appelé, après 3 ans de silence total, pour m'inviter à dîner afin de faire la paix, j'aurais dû poser une seule question avant de dire oui, qui sera vraiment à cette table? Je n'ai pas posé la question. J'ai conduit 40 minutes jusqu'au Belvadier, j'ai franchi les portes d'entrée, et j'ai trouvé 16 membres de ma famille. Ils étaient déjà installés autour d'une longue table, couverte de queues de homard, de steaks de wagyu, et d'une bouteille de Bordeaux à 400 €, qu'ils avaient commencé à se servir avant même que je n'arrive sur le parking. Mon père a levé les yeux depuis le bout de la table, a souri, et a prononcé ce que j'avais passé toute ma vie à mériter, « C'est toi qui régales, n'est-ce pas? Tu nous dois bien ça. » Il pensait m'avoir coincé. Il n'avait pas prévu les 2 phrases que j'allais murmurer à notre serveur, ni ce que sa propre carte de crédit allait révéler à toute la famille, 15 minutes plus tard. Où des gens ordinaires affrontent des moments familiaux impossibles, et s'en sortent en gardant leur dignité intacte. Si vous avez déjà été la personne censée payer, réparer les pots cassés, ou rester silencieuse, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. Mais laissez-moi remonter quelques semaines avant ce dîner, avant ce parking rempli de voitures familières, et avant que mon père n'essaie de me refourguer une addition de la taille d'une mensualité de prêt immobilier. Je dois vous expliquer qui j'étais, le matin où l'invitation est arrivée. Car c'est sur cette version de moi-même qu'il comptait, une version que je n'étais déjà plus. Je gérais 4 restaurants. Je ne les possédais pas, je les gérais. J'ai gravi les échelons, en commençant par débarrasser les tables dans un steakhouse à Knoxville, quand j'avais 17 ans. Le lendemain matin, dans le bus scolaire, je sentais encore l'huile de friture. Hôtesse d'accueil à 19 ans, serveuse à 21, chef de salle à 24, et directrice régionale des opérations à 30 ans. Je ne suis pas riche. Je possède un appartement de 2 pièces qui est entièrement payé, un compte épargne retraite auquel je ne touche jamais, et exactement un seul petit plaisir. De l'eau pétillante. Plate ou gazeuse, c'est ce que je commande quand je mange au restaurant, à chaque fois, sans exception. Mon équipe pense que c'est une petite manie. Ce n'est pas le cas. Quand on grandit en payant le steak de tout le monde, on apprend à garder sa propre note assez basse pour pouvoir se lever et partir. Ce matin-là, j'étais dans mon bureau, en train de réviser un contrat fournisseur pour de l'huile d'olive importée. Le genre de mardi qui vous fait oublier que la vie de tout le monde ne tourne pas autour de tableurs et de quotas. Mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux, et j'ai senti un froid glacial s'installer au creux de ma poitrine. 3 ans de silence, et la voilà, une notification du groupe de discussion dont j'avais été banni, le jour où j'étais devenue la méchante de la famille. Famille m'avait rajouté. J'ai fixé cette notification pendant une bonne minute avant de l'ouvrir. Famille. Le petit emoji en forme de cœur rouge, que ma mère avait choisi il y a 6 ans en créant le groupe, à l'époque où il servait à partager des recettes de Thanksgiving et des photos du chien de Brooke. Je n'avais pas vu ce cœur depuis 3 ans. L'historique de la conversation était vide. Rien au-dessus du nouveau message de ma mère. Ce qui signifiait qu'ils avaient soit effacé l'historique, soit, plus probablement, qu'ils avaient utilisé un deuxième groupe sans moi pendant tout ce temps. Le message de maman était chaleureux, prudent, presque répété à l'avance. Elle disait qu'elle et papa avaient beaucoup réfléchi, et qu'ils voulaient m'inviter à dîner au Belvadier, pour commencer à guérir en tant que famille. Juste nous 4, écrivait-elle. Elle, papa, moi, et Brooke. Un petit dîner, un nouveau départ. Puis, un deuxième message, 30 secondes plus tard, avec la phrase qui aurait dû tout me dire, « La famille prend soin de la famille, ma chérie. » Il est temps de s'en souvenir. La famille prend soin de la famille. Elle avait l'habitude de dire ça quand j'avais 19 ans, et qu'elle avait besoin de mes pourboires de serveuse pour payer la facture d'électricité. Elle le disait quand j'avais 23 ans, et que papa avait besoin d'un garant pour son camion. Elle l'a dit quand le premier appartement de Brooke lui est passé sous le nez, et que j'ai discrètement payé la caution. La famille prend soin de la famille avait toujours signifié une seule chose chez moi, Diana prend soin de la famille. J'ai relu le message 2 fois. J'ai remarqué que ma mère n'avait pas dit pardon. Elle n'avait pas dit que c'était de leur faute. Elle avait dit qu'il était temps de guérir. Voix passive, pas de sujet, personne n'est responsable.
J'ai répondu, je serai là. Ensuite, j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le bureau, et je suis retourné à mon contrat d'huile d'olive, en faisant semblant que mes mains ne tremblaient pas. Il y a 3 ans, ma sœur Brooke a décidé d'ouvrir un café. Pas de plan d'affaires, pas d'étude de marché. Un café, juste parce qu'elle en avait vu un à Charleston, avec des briques apparentes et un menu au matcha, et s'était dit, je pourrais faire ça. Elle avait 26 ans, n'avait jamais géré ne serait-ce qu'un stand de limonade, et avait besoin d'un prêt commercial de 75 000 €. La banque a dit oui, à condition d'avoir un garant. Ce garant, c'était censé être moi. Maman a appelé un dimanche. Papa était assis à côté d'elle, les bras croisés, déjà en colère avant même que je ne décroche. Brooke avait besoin de ce prêt. Ce café, c'était son rêve. J'avais un bon dossier de crédit, un emploi stable, et l'habitude de toujours dire oui. Signe juste les papiers, Diana. J'ai d'abord demandé à voir le plan d'affaires. Brooke n'en avait pas. J'ai posé des questions sur ses marges prévisionnelles, les conditions de son bail, ses contrats fournisseurs. Brooke m'a regardé comme si j'avais insulté sa cuisine. La voix de maman est devenue atone, c'est ta sœur. Tu n'as pas besoin d'un tableau Excel pour aimer ta sœur. J'ai dit non. Pas parce que je n'aimais pas Brooke. Je l'aimais. Mais j'avais passé assez d'années dans la restauration à voir des gens engloutir leurs économies dans des concepts sans aucune base solide. Et je savais à quoi ressemble 75 000 € de dette d'une autre personne, à 3 heures du matin, quand le café est plongé dans le noir, et que le prêt doit encore être remboursé. Papa s'est levé. Il a montré la porte du doigt, et a prononcé la phrase qui a fermé cette porte pendant 3 ans, si tu ne veux pas aider cette famille, tu n'en fais pas partie. Je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, j'avais été retiré du groupe famille. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de message. Pendant 3 ans, j'ai été la fille qui aimait l'argent plus que sa propre sœur. Voici la partie qui est difficile à admettre. Ce silence m'a presque brisé. Non pas parce qu'ils avaient raison, je savais que c'était faux, mais parce que ça me manquait de me sentir indispensable. C'était ça, la véritable blessure. Et il m'a fallu 2 ans, ainsi qu'une thérapeute nommée Dr Khan, pour mettre les bons mots dessus. J'étais la réparatrice de la famille depuis l'âge de 17 ans. Ma première paie est passée dans les courses. Mon remboursement d'impôts a payé les soins dentaires de maman. Quand la transmission de papa a lâché, j'ai payé la réparation, et je lui ai dit que c'était couvert par la garantie. Je savais pertinemment qu'il n'accepterait jamais l'aumône de sa fille de 22 ans. Quand Brooke s'est mariée, j'ai couvert le fleuriste, le photographe, et la moitié de la réception. Et j'ai souri quand maman a porté un toast, parlant de la façon dont elle avait élevé 2 filles fortes. 2 filles fortes, mais une seule facture. Je ne le faisais pas par générosité. Je le faisais parce que j'avais appris, vers l'âge de 15 ans, que le moyen le plus rapide de maintenir la paix dans ma famille, c'était de m'assurer que personne n'ait à demander 2 fois. On demande une fois, Diana paie, tout le monde est content, le dîner se passe dans le calme. Je les avais dressés. J'avais appris à mes parents que mon portefeuille était un distributeur automatique. Insérez de la culpabilité. Recevez un chèque. Et quand la machine a fini par afficher, hors service, ils n'ont pas cherché à la réparer. Ils l'ont débranchée, et sont partis. Alors, quand le message de maman est apparu après 3 ans, la famille prend soin de la famille, ma chérie, j'ai senti ce vieux réflexe s'activer dans ma poitrine, comme un muscle que je n'avais pas étiré depuis des années. Va arranger les choses. Paie ce qu'il en coûte. Fais en sorte que le silence revienne. Mais j'ai aussi entendu la voix du docteur Khan, régulière comme un métronome, vous leur avez appris que vous paieriez toujours. C'était votre erreur à réparer. Non pas en payant davantage, mais en arrêtant. Ma collègue Jess m'a déconseillé d'y aller. Elle était assise en face de moi au déjeuner, le lendemain de l'invitation, et m'a dit, Diana, ça sent le guet-apens à plein nez. Et je me souviens d'avoir ri, car Jess n'avait même jamais rencontré ma famille, et elle y voyait plus clair que moi. Mon sous-chef, Marco, m'a dit la même chose, mais en plus court, n'y va pas, mais j'avais déjà pris ma décision. Non pas parce que je les croyais, ni parce que j'attendais des excuses. Je voulais m'asseoir en face de mes parents, et découvrir si ces 3 années avaient changé quelque chose, ou si ce silence n'avait été qu'une version prolongée de la même conversation que nous avions toujours eue. Celle où on attendait de moi que j'écoute,
que je sois d'accord, et que je paie. Je voulais tourner la page, même si cela signifiait confirmer que la porte était définitivement condamnée. Il y avait autre chose, aussi. Et je vais être honnête à ce sujet, parce que je pense que certains d'entre vous comprendront. Ma mère me manquait. Pas la mère manipulatrice. Pas celle qui comptait les points. Celle qui m'avait appris à faire du pain de maïs dans une poêle en fonte quand j'avais 9 ans, et qui chantait sur du Dolly Parton pendant que le beurre fondait. Cette mère-là n'avait pas appelé non plus depuis 3 ans. Mais certains soirs, j'entendais encore Dolly Parton. Alors, j'ai dit à Jess que j'y allais. J'ai dit à Marco que ça irait. Je me suis dit la même chose, et j'y ai presque cru. Je me suis fixé une seule règle, un dîner, on reste civilisé, on ne parle pas d'argent, et si je le sens mal, je pars avant le dessert. Je l'ai écrit sur un post-it, et je l'ai collé sur mon volant le matin même. Un dîner, puis je rentre. Ce post-it était toujours là, quand je me suis garé sur le parking du Belvadier, et que j'ai compté les voitures. Je m'étais habillé simplement, exprès. Un pantalon noir, un chemisier gris que je porte pour les rendez-vous fournisseurs, des chaussures plates, et aucun bijou, à l'exception de la petite montre en argent que je m'étais offerte l'année où je suis devenue directrice régionale. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que je l'avais mérité, qu'elle donnait l'heure exacte, et que cela me semblait suffisant. Je ne voulais pas entrer au Belvadier en donnant l'impression de jouer un rôle. Ma famille pensait déjà que j'étalais ma réussite. La vérité, c'est que je conduisais une Honda vieille de 9 ans, et que je préparais mes repas le dimanche, comme la moitié de l'Amérique. Le trajet a duré 40 minutes. Je n'ai mis aucune musique. Mes mains sont restées à 10h10. Quelque part près de la bretelle d'autoroute, mon estomac a commencé à se nouer, d'une manière que je connaissais bien. La même sensation que j'éprouve lorsqu'une chambre froide tombe en panne un vendredi soir, et que je sais que les 6 prochaines heures vont être rudes. L'instinct. Mon corps savait quelque chose que mon cerveau essayait encore de négocier. J'ai failli faire demi-tour à la sortie. J'ai failli. Mais j'ai pensé à ce pain de maïs, j'ai pensé à la voix du docteur Khan, et j'ai continué à conduire. Le Belvadier se trouvait au bout d'une rangée de boutiques que je n'avais pas visitées depuis des années. Le quartier chic de la ville, le genre d'endroit où le parking est paysager, et où les hôtesses sont habillées tout en noir. Le camion de papa était dans la 3e rangée. La berline de maman, juste à côté. Très bien. Ensuite, j'ai vu la Buick blanche de tante Linda. Le SUV d'oncle Greg. La petite voiture de Brooke, avec l'autocollant du café qui avait fait faillite, 11 mois après son ouverture. 3 autres voitures que j'ai reconnues. 2 que je ne connaissais pas. Mon estomac s'est noué avant même d'ouvrir la portière. Juste nous 4, avait écrit maman. J'ai compté 9 véhicules. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 2 longues minutes. Le moteur coupé, les mains sur le volant, lisant ce post-it. Un dîner, puis je rentre. La chose la plus intelligente aurait été de faire marche arrière, de conduire les 40 minutes pour retourner à mon appartement, de manger un reste de soupe, et de ne plus jamais penser à cette réunion de la famille Mayfield à laquelle je n'avais pas été invité. Ou plutôt, apparemment, à laquelle j'avais été invité, sans connaître la liste des convives. Mais je suis sorti. J'ai ajusté mon chemisier. J'ai verrouillé la voiture, et j'ai marché vers l'entrée. Parce que j'avais 32 ans, que j'avais passé 3 ans à apprendre à ne plus fuir, et que je n'allais pas recommencer à courir, sur le parking d'un restaurant, un jeudi soir. Les portes d'entrée étaient en verre épais, avec des poignées en laiton. Le genre de porte qui murmure, les plats principaux commencent à 42 €, avant même que vous ne voyiez le menu. À l'intérieur, le hall sentait le romarin, le pain chaud, et l'argent. Une hôtesse en robe noire a souri, et a vérifié son écran. Mayfield. J'ai hoché la tête. Elle a fait de même. Votre groupe est déjà installé. Elle l'a dit avec ce ton que prennent les hôtesses, quand elles gèrent un grand groupe depuis 1 heure, et qu'elles essaient très fort de ne pas avoir l'air stressées. Je connaissais cette expression. Je l'avais arborée moi-même des milliers de fois. Elle a pris un menu, un seul, et m'a guidé vers le fond de la salle à manger. Je pouvais les entendre avant de les voir. Des rires, des tintements de verre, le rire strident et incomparable de ma tante Linda, qui couvrait le murmure de toutes les autres tables. Un dîner, puis je rentre. J'ai tourné au coin de l'allée, et j'ai vu la table. 16 chaises.
Toutes occupées, à l'exception de celle à l'extrémité, directement en face de mon père. La table s'étendait sur toute la longueur de l'alcôve privée. Nappe blanche, argenterie lourde, bougies dans des bougeoirs en cristal bas. Il y avait des plateaux que je pouvais identifier à 3 mètres de distance, des queues de homard disposées en éventail sur de la glace pilée, des mini-burgers de wagyu sur un présentoir à étage, une planche de charcuterie de la taille d'une table basse. Et au centre, une bouteille de vin que je connaissais grâce aux dégustations de fournisseurs. Un Saint-Émilion Grand Cru 2016. Environ 400 € à la vente, et déjà à moitié vide. Ils étaient là depuis un moment. Ils avaient commandé sans retenue. L'hôtesse s'est arrêtée au bord de l'alcôve. Elle m'a jeté un regard, qui se traduisait parfaitement dans tous les restaurants où j'ai travaillé, bonne chance. Puis, elle s'est penchée vers moi, et m'a dit doucement, votre père a laissé une empreinte bancaire pour maintenir la réservation. Pour information, nous l'exigeons pour les groupes de plus de 12 personnes. J'ai classé cette phrase dans mon esprit, de la même manière que je classe chaque détail opérationnel. Silencieusement, complètement, de façon permanente. Sa carte était dans le système. Il avait garanti la table. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je savais déjà que l'addition ne devait pas lui revenir. Ma mère m'a vu en premier. Elle s'est levée, les bras grands ouverts, et toutes les têtes se sont tournées. Diana. Oh, ma chérie. Regardez-la. Des applaudissements. De vrais applaudissements. Comme si j'étais un soldat rentrant du front, et non la fille qu'ils avaient ignorée pendant 1000 jours. Oncle Greg a sifflé. Tante Linda s'est tamponnée les yeux avec une serviette en tissu. Brooke a levé son verre de vin et a souri. Le genre de sourire qui montre les dents, mais n'a aucune chaleur. 16 personnes, du homard, du wagyu, et une bouteille de Bordeaux à 400 €. Juste nous 4, avait écrit maman. Je me suis assise. Que faire d'autre quand 16 personnes vous regardent, que la chaise est déjà tirée, et qu'un serveur vous verse de l'eau dans votre verre avant même que votre sac à main ne touche le sol? Je me suis assise, et j'ai souri. Parce que c'est ce que vous offre 15 ans d'expérience en salle, la capacité de sourire, pendant que votre cerveau évalue les menaces à pleine vitesse. Maman s'est rassise, rayonnante. Nous voulions te faire une surprise, toute la famille réunie, comme au bon vieux temps. Je croyais que nous n'étions que tous les 4, ai-je dit. Maman a balayé l'air de la main, comme pour chasser une mouche. Eh bien, quand Linda l'a su, puis Greg, puis ta cousine Tara, ça a pris de l'ampleur. Tu sais comment est la famille. Je savais exactement comment était la famille. J'ai balayé la table du regard. Papa était assis en bout de table, découpant un mini-burger de wagyu comme si c'était la dinde de Thanksgiving. Brooke était assise à sa gauche, son téléphone dans une main, son vin dans l'autre, en train de faire défiler quelque chose que je ne pouvais pas voir. Tante Linda et oncle Greg occupaient le milieu. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis un Thanksgiving d'il y a 5 ans, remplissaient le reste des chaises. Tyler, Megan, Jake, 2 épouses que j'avais rencontrées une fois, et le voisin de tante Linda. Quelqu'un que je n'avais jamais vu de ma vie, mais qui mangeait apparemment du homard pour célébrer je ne sais quelle occasion. Le vin coulait à flots. Les plateaux étaient à moitié dévastés. Ils étaient là depuis au moins 1 heure avant mon arrivée, et ils avaient commandé tout ce qu'il y avait sur le menu, et qui ne nécessitait pas une deuxième hypothèque. Maman s'est penchée, et m'a serré la main. Tu vois, la famille prend soin de la famille. C'était encore là. Les mêmes 7 mots, livrés avec le même emballage chaleureux, et visant la même cible. J'ai serré sa main en retour, sans rien dire. Je comptais les assiettes. Mon père est le genre d'homme qui commande pour toute la table. Il ne demande pas, il ordonne. Il a fait signe au serveur de s'approcher. Un jeune gars, sortant tout juste de l'adolescence, qui avait l'air de carburer à la caféine et à l'anxiété. Papa a débité des suppléments sans même regarder le menu, une autre tournée de queue de homard, 2 autres assiettes de wagyu, et apporté une autre bouteille de ce Bordeaux. Le grand cru, la bonne bouteille, a-t-il dit. La bonne bouteille. Assez fort pour que les tables de chaque côté de nous l'entendent. Papa a sorti sa carte de crédit de son portefeuille, et l'a tenue entre 2 doigts. Comme un magicien montrant une pièce au public avant de faire son tour. Mettez tout sur celle-ci, a-t-il dit au serveur. On fait la fête, ce soir. Le serveur, dont le badge indiquait Nathan, a gribouillé sur son carnet, a hoché la tête,
et a disparu vers la cuisine. Il avait l'air de quelqu'un qui avait désespérément besoin d'une pause cigarette. J'ai regardé mon père remettre sa carte dans son portefeuille, avec une petite tape. La façon dont on flatte un chien qui a bien obéi. Quelque chose n'allait pas. J'avais grandi en voyant papa marchander le prix d'un pot d'échappement. Je l'avais vu rapporter une chemise parce que l'étiquette des soldes manquait. Raymond Méfil ne commandait pas de bouteilles de vin à 400 €. Il n'agitait pas les cartes de crédit comme des drapeaux. C'était une représentation, et elle m'était destinée. Regarde comme on s'en sort bien, Diana. Regarde à quel point on n'a pas eu besoin de toi. Sauf que la voiture sur le parking, c'était le même pick-up qu'il y a 5 ans, avec une bosse sur l'aile arrière qu'il n'avait jamais réparée. Et le sac à main de maman, le sac coach qu'elle portait depuis que j'étais au lycée, était posé sur la chaise à côté d'elle. La lanière craquelée tenait par une épingle à nourrice. Il jouait la comédie. Je ne connaissais juste pas encore le prix du billet d'entrée. Les petites piques ont commencé vers la 2e bouteille. Tante Linda s'est penchée devant oncle Greg, et a dit, ça doit être agréable de diriger tous ces restaurants chics, pendant que le reste d'entre nous découpe des bons de réduction. Elle a ri en disant cela. De la manière dont les gens rient, quand ils veulent que vous sachiez qu'ils sont sérieux. La cousine Meghan m'a demandé si je me sentais parfois coupable de vivre si bien, alors que mes parents traversaient une mauvaise passe. Je ne savais pas qu'il y avait une mauvaise passe. Personne ne m'en avait parlé. Brooke, sans lever les yeux de son téléphone, a ajouté, elle ne saurait pas. Elle n'était pas dans le coin. Chaque remarque atterrissait avec la précision de quelque chose de répété. Pas exactement scénarisé, mais synchronisé, de la manière dont une chorale trouve la même note sans chef d'orchestre. Ils avaient parlé de moi, de mon absence, de mon argent, de ma vie. Et ils étaient arrivés ce soir avec une compréhension commune de l'histoire. Diana est partie. Diana a plein d'argent. Diana nous est redevable. Tante Linda a formulé la conclusion. Elle a tendu la main à travers la table, a pris la mienne comme pour me réconforter à des funérailles, et a dit, la famille ne compte pas les points, ma chérie. J'ai failli éclater de rire. La famille ne compte pas les points. Et ça venait d'une femme qui, un jour, avait arrêté de parler à sa propre belle-fille pendant 6 mois, à cause d'un plan de table à Thanksgiving. Je n'ai pas ri. J'ai retiré ma main doucement, et j'ai pris mon verre. De l'eau pétillante. La seule chose qu'il y avait devant moi, la seule chose que j'avais commandée. Le contraste était presque comique. 16 personnes nageant dans le homard et le Bordeaux, et moi avec un verre de San Pellegrino. Assise en bout de table, comme le capitaine de soirée dans un enterrement de vie de garçon. Nathan, le jeune serveur, est passé derrière moi, et j'ai croisé son regard. Juste de l'eau ce soir, a-t-il demandé doucement. Juste de l'eau, ai-je répondu. Il a hoché la tête, comme s'il avait compris quelque chose que je n'avais pas dit à voix haute. Laissez-moi vous parler de Nathan. Il avait peut-être 19 ou 20 ans, la silhouette mince, comme les gamins de la restauration avant qu'ils n'apprennent à manger entre les coups de feu. Il bougeait vite mais prudemment, de la manière dont les nouveaux serveurs le font, quand la table est trop grande, que la commande est trop compliquée, et qu'ils savent qu'une seule erreur de plat signifie une discussion avec le manager, qu'ils ne peuvent pas se permettre. Je reconnaissais tout en lui, car j'avais été à sa place. À 17 ans, avec 2 tables de retard, apprenant que les clients qui claquent des doigts sont toujours ceux qui laissent le moins de pourboire. Il gérait tout seul notre table de 16. Eh bien, presque tout seul. Un commis apparaissait de temps en temps pour débarrasser les assiettes. Mais Nathan courait pour chaque commande, chaque carafe d'eau, et chaque « excusez-moi, on peut avoir plus de beurre » de tante Linda, qu'il avait réclamé 3 fois en 20 minutes. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais soupiré. Il a rempli mon eau pétillante sans qu'on le lui demande. Et quand il a reposé le verre, il m'a surprise en train d'observer la table. J'arborais une expression que j'aurais probablement dû mieux cacher. Longue soirée, a-t-il murmuré. J'ai failli lui dire la vérité. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, vous vous en sortez très bien. Il a cligné des yeux, surpris, comme s'il avait oublié que les clients pouvaient dire ce genre de choses. Puis il s'est redressé d'un bon centimètre, et est passé au verre de l'oncle Greg. Je l'ai regardé s'éloigner, et j'ai repensé à la version de moi qui portait 4 assiettes sur son avant-bras, et pleurait dans le congélateur les soirs difficiles.
Cette fille n'avait aucune idée qu'elle se retrouverait un jour de l'autre côté d'une telle table. Assise en face de la famille qui l'avait transformée en réparatrice et en pourvoyeuse de fonds. Sollicitée sans être sollicitée, pour signer un chèque de plus. Mais elle comprendrait ce que j'allais faire. Elle le comprendrait parfaitement. Je me suis excusé pour aller aux toilettes aux alentours de la 40e minute. J'avais besoin de 2 minutes sans les commentaires de tante Linda, et d'une porte que je pouvais verrouiller. Les toilettes du Belvadier étaient de celles qui proposent des essuie-mains en tissu, du savon à la lavande, et un miroir en pied qui vous donne un air légèrement meilleur que ce que vous ressentez. Ce qui était un beau tour de magie, étant donné que j'avais l'impression de digérer du verre. J'ai ouvert le robinet, et j'ai pressé de l'eau froide contre mes poignets. Comme on le fait quand on a besoin que son rythme cardiaque coopère avec son cerveau. Puis je l'ai vu. Un téléphone sur le bord du plan de travail en marbre, l'écran encore allumé, la coque couverte d'autocollants Marguerite. Le téléphone de Brooke. Elle avait dû entrer avant moi, et l'avait oublié après avoir été distraite. Brooke laissait traîner ses affaires partout. C'était l'un de nos rares points communs. Je n'avais pas prévu de regarder. Je veux être clair là-dessus. Mais l'écran était lumineux, et la bannière de notification en haut, provenait d'un groupe auquel je n'avais jamais été ajouté. Le texte en aperçu a suffi à arrêter ma main, en plein mouvement vers l'essuie-tout. Le groupe s'appelait Plan Dîner. 3 membres, maman, papa, Brooke. Le dernier message, envoyé il y a 4 jours, venait de maman. L'aperçu montrait les mots que je peux encore réciter de mémoire, ne dites pas à Diana que tout le monde sera là. Elle n'osera pas, le message était coupé par le bord de la bannière. Mon pouls était calme. Mes mains étaient sèches. J'ai pris le téléphone, de la même façon que je prendrais une facture de fournisseur qui ne correspond pas. Pas en colère, pas surprise. Juste pour confirmer ce que les chiffres m'avaient déjà dit. J'ai fait défiler l'écran vers le haut. Le message complet disait, ne dites pas à Diana que tout le monde sera là. Une fois qu'elle y sera, avec toute la famille qui la regarde, elle n'osera pas dire non. Elle n'a jamais su gérer un scandale. En dessous, papa avait répondu, assurez-vous juste qu'elle s'assoie de mon côté. Je me charge de lui demander. La contribution de Brooke, horodatée 2 minutes plus tard, commandait les bonnes bouteilles avant qu'elle arrive. Une fois que c'est sur la table, elle ne pourra pas vraiment les renvoyer. Lol. J'ai continué à faire défiler. 3 semaines de messages. Maman coordonnant les réponses. Linda vient. Greg vient. Megan dit oui s'il y a du vin. Papa, plus discret. Surtout de la logistique. Le parking. L'heure de la réservation. Comment formuler l'invitation pour qu'elle ait l'air décontractée. Puis, les messages qui m'ont glacé le sang. Maman, il y a 10 jours, la banque a encore appelé jeudi. Il faut qu'on trouve une solution avant juin. Papa, Diana peut nous couvrir jusqu'au printemps. Elle a largement assez. Et celui qui m'a frappé, comme un sac de gravier tombé d'une étagère. Maman encore, il y a 8 jours, ce n'est pas lui demander de l'argent. C'est la laisser revenir dans la famille. Elle devrait être reconnaissante qu'on lui donne cette chance. Reconnaissante. Il voulait que je sois reconnaissante d'avoir le privilège d'être piégée à un dîner de 16 personnes. Dans un restaurant que je n'aurais pas choisi moi-même, pour payer une facture que je n'avais pas commandée, afin de résoudre une crise dont on ne m'avait pas parlé. Et ce, pour une famille qui m'avait coupé les ponts quand j'avais dit non la dernière fois. J'ai reposé le téléphone de Brooke sur le comptoir, face vers le bas, exactement là où je l'avais trouvé. Je me suis lavé les mains. Je me suis regardé dans ce miroir flatteur, et j'ai pensé, je sais ce que vous faites. Je sais ce que ça coûte. Et pour la première fois en 15 ans, je ne vais pas payer. Je me tenais dans ces toilettes, tenant la vérité à 2 mains. Et la partie la plus étrange, c'était à quel point je me sentais calme. Pas engourdi, pas en colère. Juste lucide. De la même manière qu'une cuisine devient silencieuse, juste avant le coup de feu du dîner. Chaque chose à sa place, aucun geste inutile, chaque poste de travail prêt. Si vous avez déjà découvert que vous étiez aimé pour ce que vous pouviez fournir, et non pour qui vous êtes, vous savez exactement à quel point le carrelage était froid sous mes chaussures. Restez avec moi. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite, je l'ai planifié dans le temps qu'il faut pour se sécher les mains. Je suis retourné à la table,
avec la même expression que j'arbore lorsqu'un inspecteur de l'hygiène débarque à l'improviste. Agréable, indéchiffrable, pleinement opérationnel. Personne n'a rien remarqué de différent. Tante Linda racontait une histoire sur le divorce de son voisin. Oncle Greg s'attaquait à sa 3e queue de homard. Brooke avait récupéré son téléphone aux toilettes et défilait à nouveau, ignorante de tout. Mais je remarquais maintenant des choses que je n'avais pas vues auparavant, ou que je ne m'étais pas permis de voir. Maman jetait des regards constants vers le portefeuille de papa sur la table. De petits coups d'œil rapides, comme si elle surveillait un compte à rebours. Le rire de papa était un demi-ton trop fort. La manière dont les gens rient quand ils sont nerveux, et qu'ils essaient de le cacher par le volume. La bouteille de vin, la 2e, était presque vide. Et personne n'avait suggéré de ralentir. Car pourquoi le ferait-il? Ce n'était pas eux qui payaient. C'était moi qui payais. C'était le but même de cette soirée. Et chaque queue de homard, chaque mini-burger de wagyu, chaque verre de ce Bordeaux à 400 €, était une brique de plus au mur qu'il construisait autour de moi. Assez haut pour que je ne puisse pas l'escalader, sans faire le scandale que j'avais évité toute ma vie. J'ai commencé à poser des questions anodines. Le genre qu'on pose pour prendre des nouvelles après 3 ans, et non le genre qu'on pose quand on connaît déjà les réponses, et qu'on regarde les gens mentir. Comment va le café, Brooke? Le verre de vin de Brooke s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Oh, on a fermé. Le marché n'était juste pas là. Elle l'a dit vite, comme si elle arrachait un pansement qu'elle s'était entraînée à enlever. C'est dommage. Combien de temps ça a duré? 11 mois. Maman est intervenue avant que le silence ne s'installe. Brooke explore d'autres pistes. Elle a tellement de talent. J'ai hoché la tête. Puis, je me suis tourné vers papa. Comment va l'entreprise de bâtiment, papa? Tu fais toujours des chantiers commerciaux. La mâchoire de papa s'est crispée pendant une demi-seconde. Un tic que j'avais catalogué avant même d'avoir l'âge de conduire. Entre 2 projets en ce moment. L'économie est difficile. Tu sais ce que c'est. Je savais ce que c'était. Je le savais, parce que je venais de lire, la banque a encore appelé jeudi, sur le téléphone de sa femme, 10 minutes plus tôt. Et parce que la bosse sur son pick-up était toujours là. Et parce que l'homme qui avait commandé 2 tournées de homard et une bouteille de vin à 400 € était assis en face de moi. Jouant la solvabilité, comme un acteur de théâtre amateur joue du Shakespeare, fort, impliqué, et totalement peu convaincant, pour quiconque a déjà vu l'original. J'ai simplement hoché la tête, et je les ai laissés continuer à parler. Les gens vous disent tout, quand ils pensent que vous êtes la banque. Ils m'ont parlé de la rénovation de la cuisine qu'ils avaient mise en attente. Des vacances qu'ils avaient décidé de sauter cette année. Du fait que c'était un peu juste financièrement, mais, rien qu'on ne puisse gérer. Chaque phrase était une fenêtre sur une maison que je voyais désormais en feu, et ils se tenaient tous sur la pelouse, prétendant que la fumée venait d'un barbecue. La pression a commencé à monter, comme elle le fait toujours dans ma famille. Pas avec une question directe, mais avec un courant. De petites remarques qui poussaient toutes dans la même direction. Assez innocentes pour être niées, assez coordonnées pour vous coincer. Tante Linda a soupiré et a dit, ça doit être tellement gratifiant de si bien réussir pour soi-même. Certains d'entre nous n'ont pas cette chance. Le cousin Tyler, à qui je n'avais pas parlé depuis le second mandat d'Obama, y est allé de son commentaire, ouais, Diana, tu es vraiment retombée sur tes pattes. C'est génial. Même l'oncle Greg, qui communique normalement exclusivement par métaphore sportive, a réussi à placer un, t'as frappé un coup de circuit, ma grande. Chaque compliment était une brique. Chaque brique pointait dans la même direction, tu as de l'argent. Nous le voyons. Et nous te le rappelons devant témoins. Maman orchestrait depuis le centre de la table, comme un chef d'orchestre qui aurait mémorisé la partition. Un signe de tête à Linda, un sourire à Tyler, une main douce sur le bras de papa, quand il commençait à parler trop tôt. Elle était douée. Elle l'avait toujours été. Je pensais autrefois que ma mère était juste une personne chaleureuse qui aimait recevoir. Je comprenais maintenant qu'elle était une chef de projet avec 20 ans d'expérience. Et que son plus gros livrable était assis au bout de la table, en train de boire de l'eau pétillante. Les menus des desserts sont arrivés. Tante Linda a commandé une crème brûlée sans regarder le prix. Brooke a demandé le soufflé au chocolat.
Ce dernier nécessitait 20 minutes de préparation, ce qui signifiait qu'elle l'avait commandé avant même que je ne m'assoie. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Il faisait grimper l'addition, comme on le fait quand quelqu'un d'autre paie. Sans plafond, sans culpabilité, sans un seul coup d'œil à la colonne de droite du menu. Mon eau pétillante ne contenait plus que des glaçons. C'est Brooke qui a brisé la glace. Elle en était à son 3e verre de Bordeaux à ce moment-là. Suffisamment pour poncer le filtre qu'elle gardait normalement entre son cerveau et sa bouche, un filtre qui n'était déjà pas particulièrement épais à la base. Elle s'est penchée par-dessus la table, son verre à la main, et m'a fait un grand sourire, comme si nous partagions une blague. « Détends-toi, grande sœur. C'est juste un dîner. Tu peux te le permettre. » J'ai posé mon verre d'eau. « Me permettre quoi ? » Ça. Elle a fait un geste vers la table. Les plateaux, le vin, les 16 couverts, la crème brûlée et le soufflé au chocolat actuellement préparé par une cuisine, qui ignorait totalement qu'elle servait un racket. On a commandé les bons trucs, puisque c'est toi qui régales. Elle l'a dit avec tant de désinvolture. Puisque c'est toi qui régales. Comme si ça avait été décidé lors d'une réunion à laquelle je n'étais pas invité. Ce qui, bien sûr, était le cas. La table est devenue silencieuse pendant environ 3 secondes. Ça ne semble pas long, jusqu'à ce que vous soyez celui qui est assis au milieu de ce silence. Maman a jeté à Brooke un regard qui disait « trop tôt ». Brooke a haussé les épaules, comme si elle avait bousculé un vase qu'elle n'avait pas l'intention de ramasser. Oncle Greg étudiait son homard. Tante Linda a soudainement trouvé sa serviette fascinante. Papa s'est raclé la gorge. Le silence a duré assez longtemps pour que Nathan arrive avec une nouvelle bouteille d'eau pétillante, la pose à côté de mon verre, et pour que je réalise 2 choses. Premièrement, que Nathan était la seule personne à cette table à m'avoir versé quelque chose sans rien attendre en retour. Et deuxièmement, que Brooke venait de confirmer à voix haute ce que tout le monde dans cette pièce savait déjà. J'étais le pigeon. Ce dîner tout entier était un braquage, et chaque queue de homard en était la preuve. Ce qui s'est passé ensuite était un accident, et je me suis presque senti mal pour la cousine Megan quand c'est tombé. Elle essayait de faire la conversation, sincèrement, je pense. Parce que Megan était la seule membre de la famille qui m'avait envoyé un message pour mon anniversaire, pendant la 2e année du silence. Un petit « je pense à toi », auquel je n'avais jamais répondu, et dont je me sentais encore coupable. Alors, Diana, maman a dit que tu as eu une belle promotion. Un truc comme diriger un tas de restaurants maintenant. J'ai fait simple, directrice régionale des opérations. 4 établissements. Megan a hoché la tête, impressionnée. C'est incroyable. Genre, tu t'occupes de tout ? Le personnel, les fournisseurs, la conformité, les finances, de la zone de livraison jusqu'à l'addition. Je l'ai dit comme je l'aurais dit en réunion. Factuel, sans enjoliver. Mais le mot « finance » est tombé sur cette table comme une brique à travers une fenêtre. La fourchette de tante Linda s'est arrêtée. Oncle Greg a levé les yeux de son assiette pour la première fois en 10 minutes. Le pouce de Brooke s'est figé sur son écran. Même papa s'est ajusté dans sa chaise, réévaluant, recalculant. Il savait que je réussissais. Ils avaient construit toute leur soirée sur l'hypothèse que j'avais assez de succès pour payer. Mais l'entendre, comprendre l'ampleur, l'autorité, la spécificité de ce que je faisais réellement, c'était différent de le supposer. Il m'avait imaginé comme une serveuse bien payée qui avait eu de la chance. Il n'avait pas imaginé quelqu'un qui pouvait lire un compte de résultats plus vite qu'il ne pouvait lire un menu. Quelqu'un qui gérait des contrats de fournisseurs valant plus cher que leur maison. Et qui savait exactement, au centime près, combien coûtaient 16 queues de homard et 2 bouteilles de Bordeaux Grand Cru, avant même que l'addition n'arrive. La table s'est recalibrée. Je pouvais le sentir se produire, comme un changement de pression barométrique. Le pouvoir n'avait pas encore changé de camp, mais il s'était relâché. Papa a attendu le dessert. Il a été stratégique sur ce coup-là, je lui accorde. Le soufflé était arrivé. La croûte de la crème brûlée était brisée, et la 2e bouteille de Bordeaux était à l'envers dans le seau à glace. L'ambiance à la table était chaleureuse, repue, alourdie par le sucre et le vin. Chaque visage était détendu par cette satisfaction particulière, qui vient d'un repas qu'on n'a pas payé, et qu'on n'a pas l'intention de payer. Papa a posé sa fourchette. Il a croisé les mains sur le bord de la table. Un geste que je l'avais vu faire avant de signer des contrats,
avant de faire des discours à Thanksgiving, et avant de me dire, à 23 ans, qu'il avait besoin d'un garant, juste cette fois. Il m'a regardé, pas méchamment, pas cruellement. Avec cette expression particulière d'un homme qui croit être raisonnable. Diana, a-t-il souri. C'est toi qui régales, n'est-ce pas? Tu nous dois bien ça. 5 mots. Tu nous dois bien ça. 16 personnes les ont entendus. Nathan, qui remplissait le café de tante Linda derrière moi, les a entendus. Le couple à la table voisine, qui faisait semblant de ne pas écouter, les a entendus. Ma mère a hoché la tête. Ma sœur a eu un sourire en coin. Ma tante a tendu la main vers une autre portion de beurre, comme si l'affaire était réglée. Tu nous dois 3 ans de silence. Et pas une seule personne à cette table n'avait dit pardon. Ni qu'elle avait eu tort, ni que je leur avais manqué, pour une autre raison que la limite de ma carte de crédit. Tu nous dois bien ça. J'ai regardé mon père, par-dessus une table couverte des restes d'un repas que je n'avais pas commandé. Entouré d'une famille dont je ne savais pas qu'elle venait. Tenant un verre d'eau que je m'étais versé moi-même. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Du soulagement. Parce que la décision que j'avais eu peur de prendre venait d'être prise pour moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai appris que le silence fait plus de travail que les mots, dans une pièce remplie de gens qui ont l'habitude qu'on leur donne raison. 3 secondes. 5. Le genre de silence qui fait que 16 personnes s'agitent sur leur chaise, tendent la main vers leur verre d'eau, et se souviennent soudain qu'elles ont quelque chose d'intéressant à regarder, sur le mur derrière vous. Pendant 15 ans, j'avais payé pour que personne ne fasse de scandale. J'avais pris toutes les additions, co-signé chaque prêt, couvert chaque acompte, chaque facture dentaire, et chaque facture de fleuriste. Parce que le coût d'un refus, c'était une pièce exactement comme celle-ci. Pleine de visages fixes et plein d'attentes. Pleine de cet accord tacite que l'amour de Diana se mesurait en euros, et que le silence de Diana s'achetait par la soumission. 15 ans, des milliers d'euros, et le prix d'entrée dans ma propre famille venait d'être annoncé à la salle, à environ 80 € l'assiette. Plus le vin, plus le homard, plus cette taxe particulière, qui vient avec le fait d'être l'enfant qu'il n'appelle que quand il y a besoin de financement. J'ai regardé les mains de mon père, toujours croisées, toujours stables. J'ai regardé les yeux de ma mère, toujours chaleureux, toujours en représentation. J'ai regardé Brooke, qui faisait déjà défiler l'écran de son téléphone, parce que pour elle, l'affaire était pliée. J'ai regardé Nathan, debout près de l'office, observant avec l'attention prudente d'un jeune homme, qui sait que quelque chose d'important se passe à sa table, mais n'est pas sûr de quoi. Puis j'ai regardé mon eau pétillante, à moitié pleine. Elle accrochait la lumière de la bougie, comme une petite promesse silencieuse que je m'étais faite. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai souri. Laissez-moi aller régler ça, ai-je dit, et je me suis levé. Maman a expiré. Tante Linda s'est tapotée la poitrine. Papa a décroisé les mains. Chacun d'entre eux pensait que j'allais payer. Voici le truc. 15 ans derrière un pupitre d'accueil vous l'apprennent. La personne qui contrôle l'addition contrôle la salle. Ma famille pensait la contrôler. Ils avaient dressé la table, choisi le restaurant, commandé le menu, rassemblé le public, et livré l'exigence. Ils avaient 16 personnes, 2 bouteilles de vin, et 3 ans de pression accumulée de leur côté. Moi, j'avais 2 phrases, et un serveur nommé Nathan. Si fixer une limite silencieuse a déjà changé toute votre vie, si vous êtes déjà entré dans une pièce où tout le monde s'attendait à ce que vous vous couchiez, et que vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous. Vous voudrez voir comment celle-ci se termine. Je n'ai pas marché vers la caisse à l'avant. J'ai marché vers l'office de service à l'arrière de la salle à manger. Là où Nathan organisait les portes additions, et où un chef de salle nommé David vérifiait un ticket. David portait l'uniforme standard, chemise noire, cravate noire, oreillette. Et il avait l'air d'un homme qui était dans le métier depuis assez longtemps pour gérer n'importe quoi. Je me suis approché de lui. « Excusez-moi, David. » Il s'est tourné, sourire professionnel. « Comment puis-je vous aider ?» J'ai gardé une voix basse. Pas dramatique, pas de conspiration. Juste le volume qu'on utilise dans l'industrie quand on gère quelque chose qui ne nécessite pas l'attention de toute la salle. Nathan était à côté de lui, écoutant, son plateau en équilibre sur la hanche. Tous les deux m'ont regardé, de la façon dont les professionnels de la restauration regardent quelqu'un qui parle leur langue.
Avec une attention immédiate et précise. J'ai prononcé 2 phrases. Je ne suis pas l'hôte de ce dîner, et je ne couvrirai pas cette table ce soir. S'il vous plaît, apportez l'addition complète au monsieur en bout de table, celui dont la carte est déjà enregistrée pour la réservation. David a cligné des yeux une fois. Il a jeté un coup d'œil à Nathan, puis à moi. Et la deuxième chose, séparer uniquement mon eau pétillante sur une note distincte, et ajouter 30% de pourboire sur la mienne, pour votre équipe. Vous l'avez bien mérité, ce soir. Les yeux de Nathan se sont légèrement écarquillés. David m'a regardé pendant 3 bonnes secondes, analysant la situation, de la manière dont un bon chef de salle analyse chaque situation. Rapidement, en profondeur, et sans jugement. Puis, il a hoché la tête. C'est noté. C'était tout. Pas de dispute, pas d'hésitation, pas de « êtes-vous sûr, madame ?» Parce que David faisait ce métier depuis assez longtemps, pour savoir à quoi ressemblait une manœuvre de réorientation. Et Nathan avait observé cette table depuis assez longtemps pour comprendre pourquoi elle était nécessaire. J'ai payé ma note sur le champ. Une eau pétillante, 2 recharges, plus un pourboire de 30%. Ça devait être le plus gros pourboire que Nathan avait reçu depuis 1 mois. David a passé ma carte, m'a tendu le reçu, et a dit doucement « Je présenterai l'addition de la table dans environ 10 minutes, une fois que les desserts seront débarrassés. » Parfait. Je suis retourné à la table, je me suis assise, j'ai pris mon eau, et j'ai bu une gorgée lente. Brooke se disputait avec le cousin Tyler au sujet d'une émission de télé-réalité. Tante Linda racontait à oncle Greg un litige de clôture avec son voisin. Maman m'observait avec l'attention prudente de quelqu'un qui pense que l'addition a été réglée. Papa était penché en arrière, les bras croisés, satisfait. 16 personnes mangeant le dessert, buvant la fin d'une bouteille de vin à 400 €, attendant une facture qu'ils n'avaient aucune intention de voir. J'ai posé mon verre, et j'ai attendu avec eux. Ces 10 minutes ont été les plus paisibles de ma soirée. La table ne le savait pas encore, mais le repas était terminé, dans tous les sens du terme. La nourriture était mangée, le vin était bu, la demande avait été faite. Et la réponse avait déjà été livrée, dans une langue qu'aucun d'eux ne parlait. Je suis resté assise de mon côté, et j'ai écouté ma famille parler. Tante Linda s'est plainte du prix du paillis. Oncle Greg a raconté une histoire de pêche qui n'avait pas de fin. Brooke a pris un selfie avec les restes du soufflé. Maman a ri à propos de quelque chose. La cousine Megan a eu un vrai rire. Le genre qui lui plissait les yeux, et qui l'a fait ressembler, pendant exactement 3 secondes, à la femme qui chantait du Dolly Parton dans la cuisine. J'ai presque ressenti quelque chose. Presque. Mais ensuite j'ai regardé papa, qui consultait son téléphone sous la table, avec la concentration tendue d'un homme attendant un SMS qu'il ne voulait pas recevoir. Et je me suis souvenu du message que j'avais lu sur le téléphone de Brooke. Diana peut nous couvrir jusqu'au printemps. Elle a largement assez. Mon eau pétillante a de nouveau accroché la lumière de la bougie. J'ai regardé les bulles remonter et éclater une à une. Chacune était une minuscule implosion que personne ne remarquait. J'ai pensé à la Diana de 17 ans, dans son tablier, portant 4 assiettes sur son bras, apprenant à sourire malgré la brûlure dans ses épaules. Cette fille aurait payé. Cette fille aurait sorti sa carte, aurait couvert toute la table, aurait appelé ça de l'amour, puis serait rentrée pleurer sous la douche sans jamais rien dire à personne. Je n'étais plus cette fille. Nathan est apparu au bord de l'alcôve. Et je savais, avant même qu'il ne fasse son premier pas, vers quelle chaise il se dirigeait. Nathan a posé le porte-addition, relié en cuir et estampillé du logo du Belvadier, directement devant mon père. Pas au centre de la table, pas près de moi. Devant Raymond Mayfield. L'homme qui avait fait la réservation, dont la carte était dans le système, et qui avait dit à la table de tout mettre sur celle-ci, 2 heures plus tôt. La conversation à table s'est éteinte comme une bougie dans un courant d'air. Papa a fixé la pochette en cuir pendant 2 secondes. Je le voyais mouliner dans sa tête. L'addition était censée aller à Diana. L'addition était censée aller à Diana. L'addition est devant moi. Les yeux de maman se sont écarquillés. Elle m'a regardé, puis a regardé l'addition, puis m'a regardé à nouveau. Et pour la première fois de toute la soirée, son calme s'est suffisamment fissuré pour laisser transparaître les calculs qui tournaient derrière. Diana, a-t-elle commencé? Papa a récupéré en premier. Il était doué pour ça.
Il avait passé 63 ans à ne jamais admettre qu'il avait été pris au dépourvu. Il a pris le porte-addition, l'a ouvert d'un geste désinvolte, et n'a pas regardé le total. Il ne pouvait pas regarder le total. S'il regardait le total devant 16 personnes, la représentation prendrait fin. Je m'en occupe, a-t-il dit. Tirant sa carte de crédit de son portefeuille avec le même geste théâtral à deux doigts qu'il avait utilisé plus tôt. Il a tendu la carte à Nathan, sans rompre le contact visuel avec moi. On fait la fête, tu te souviens. Nathan a pris la carte. Je reviens tout de suite, monsieur. Il l'a dit doucement. Comme on dit les choses quand on sait ce qui va se passer, et que la personne à qui on parle l'ignore. Papa s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras, et m'a souri. Avec toute la confiance d'un homme qui croyait que sa carte allait le sauver. Nathan est revenu au bout de 4 minutes. Il s'est tenu à côté de la chaise de mon père. Il s'est penché et a dit, avec un volume conçu pour être discret, mais entendu par une table devenue assez silencieuse pour entendre la glace fondre, « Je suis désolé, monsieur. La carte a été refusée. » Personne n'a bougé. Le sourire de papa a tenu une seconde de plus. Un réflexe, comme une ampoule qui reste allumée après avoir appuyé sur l'interrupteur. Puis il s'est éteint. Essayez encore, a-t-il dit. Nathan a hoché la tête. Il a disparu. Il est revenu 2 minutes plus tard. Même posture penchée, même voix douce. Je suis désolé, monsieur. Ça ne passe toujours pas, voudriez-vous essayer une autre carte? Papa a attrapé son portefeuille. Ses doigts ont cherché dans les fentes. Une carte, puis une autre, puis une troisième, qu'il a sortie de derrière son permis de conduire. Comme une dernière balle dans un barillet qu'il avait oublié d'avoir chargé. Il l'a tendu à Nathan. La table était silencieuse. 16 personnes. Aucune fourchette ne bougeait, aucun vin n'était versé, aucun rire. Juste le son des 63 années de fierté de Raymond Mayfield, se compressant dans un portefeuille qu'il n'arrivait pas à refermer assez vite. Nathan est revenu une troisième fois. Il n'a pas eu besoin de parler. Son visage disait tout. Papa a regardé Nathan. Puis, il m'a regardé. Pas avec colère. Pas encore. Avec l'expression brute et sans défense d'un homme qui vient de réaliser, devant toutes les personnes qui comptent pour lui, que le filet sur lequel il comptait avait disparu, et que le sol était exactement aussi dur qu'il l'avait toujours craint. Il m'a regardé de la même façon dont on regarde un canot de sauvetage qui s'éloigne du navire. J'ai pris mon eau pétillante, j'ai bu une gorgée, et je l'ai reposée. Je ne te dois rien. Ça n'a jamais été le cas. La chaise de papa a raclé le parquet en reculant, avec un son semblable à du papier qu'on déchire. Diana. Sa voix était basse, contrôlée, tremblante sur les bords. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, papa. Ta carte a été refusée. Ça, c'est entre toi et ta banque. Tu étais censé. Il s'est arrêté, mais pas assez vite. La phrase flottait dans l'air, inachevée, visible pour tout le monde. Tu étais censé payer. Maman a commencé à pleurer. Pas des pleurs discrets. Des pleurs théâtraux. Le genre avec des halètements, des tamponnements de mouchoirs, et assez de volume pour recruter la sympathie des tables voisines. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Après que je t'ai porté. Comment peux-tu rester assise là? Et qu'avez-vous fait pour moi, maman? Ma voix était posée. Je ne l'ai pas haussée. Je ne me suis pas penché en avant. Je suis resté sur ma chaise, les mains autour de mon verre d'eau. Dis-moi devant tout le monde. Que as-tu fait pour moi ces 3 dernières années? Brooke a frappé la table de la main. C'est tellement typique. Il faut toujours que tu ramènes tout à toi. Tante Linda a attrapé mon bras. Diana, ma chérie, ton père est clairement embarrassé. Ne pourrais-tu pas juste? Non. Un seul mot. Je l'ai prononcé comme je le dirais à un fournisseur qui essaierait de m'arnaquer sur une facture. Clair, définitif, et sans aucune excuse. Puis papa a craqué. Pas par colère cette fois, par quelque chose de pire. Sa voix a baissé. Et l'espace d'un instant, un terrible moment de sincérité, il a ressemblé à un homme debout dans une maison aux lumières éteintes. Diana, s'il te plaît, nous coulons. Je l'ai vu. J'ai vu l'homme effrayé derrière la représentation.
Le père qui avait perdu son entreprise et sa fierté, et qui ne pouvait pas le dire à voix haute, avant que sa carte de crédit ne le dise pour lui. Je l'ai vu, et j'ai eu mal. Puis il a ajouté, et tu nous laisserais faire. Et la douleur s'est arrêtée. Parce que, même en train de se noyer, il tendait la main vers mon portefeuille, et non vers ma main. Je me suis levé. Pas vite, pas dramatiquement. Comme on se lève quand on a pris sa décision, et qu'on n'a pas besoin de la permission de l'Assemblée pour partir. Papa. Je suis désolé que tu aies des difficultés. Je le pense vraiment. Mais ça. J'ai fait un geste vers la table, les plateaux vides, les bouteilles de vin retournées, les 16 visages qui me regardaient comme si j'étais la méchante d'une histoire qu'ils avaient répétée toute la semaine. Ça, ce n'est pas demander de l'aide. C'est un piège. Vous ne m'avez pas invité pour faire la paix. Vous m'avez invité pour faire un paiement. Les pleurs de maman sont devenus plus durs. Ce n'est pas juste, Diana. Nous voulions juste que tu reviennes. Vous vouliez que je revienne pour ce que je pouvais payer, maman. J'ai lu les messages. Elle peut nous couvrir jusqu'au printemps. La table est devenue livide. Le visage de Brooke s'est vidé de son sang. La main de maman a volé vers sa bouche. Papa a baissé les yeux vers la nappe. Si vous avez besoin d'aide, d'une vraie aide, je m'assierai avec vous et un conseiller financier, et nous trouverons un plan. Sans piège, sans public, sans homard. Mais je ne paierai pas cette addition. Je ne l'ai pas commandée. On ne m'a rien dit à son sujet. Et je ne vous la dois pas. Je ne vous dois rien. Ça n'a jamais été le cas. Personne n'a parlé. J'ai pris mon sac à main. J'ai regardé ma mère, et j'ai prononcé la dernière chose que je lui dirai à cette table. Tu m'as toujours dit que la famille prend soin de la famille. Alors pourquoi étais-je la seule à jamais le faire? Puis, j'ai marché vers la porte. Passant devant le commis, devant l'hôtesse, devant les lourdes portes en verre au poignet en laiton. Nathan m'a rattrapé près du vestiaire. Madame. Il tenait mon reçu. Merci, a-t-il dit. Doux, sincère. J'ai touché son épaule. Vous vous en sortez très bien, lui ai-je répété. Puis, je suis sorti. Le parking était calme. Un jeudi soir, de l'air chaud. Les cigales qui commençaient à chanter dans les arbres paysagers, qui donnaient au Belvadier l'air d'appartenir à un endroit plus important qu'un centre commercial. Je me suis assise dans ma voiture. Le moteur éteint, la vitre baissée, et j'ai lu le post-it toujours collé sur mon volant. Un dîner, puis je rentre. Un dîner. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, et j'ai ouvert le groupe de discussion familiale. Les messages affluaient déjà. Maman, tante Linda, Brooke, des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Tous écrivaient en même temps. Une cascade de points d'exclamation et d'accusations. Et ce genre de fureur particulière, qui ne vient que des gens qui ont été pris en flagrant délit. Je ne les ai pas lus. J'ai fait défiler jusqu'en bas, j'ai appuyé sur « Quitter le groupe » et j'ai regardé la notification le confirmer. Diana a quitté la discussion. J'ai posé le téléphone sur le siège passager. J'ai allumé le moteur, et j'ai conduit jusque chez moi, dans le même silence qu'à l'aller. Sauf que cette fois, ce silence n'était pas nerveux. C'était le mien. Les conséquences ont été plus calmes que je ne l'imaginais. Personne n'a appelé ce soir-là, ni le lendemain, ni le jour d'après. Le groupe de discussion que j'avais quitté a continué sans moi. Je le sais parce que la cousine Megan, celle qui avait envoyé le message d'anniversaire, m'a contacté séparément une semaine plus tard. Je voulais juste que tu saches, a-t-elle écrit. C'était la chose la plus honnête que quelqu'un ait faite à un dîner de famille, en 20 ans. Je suis désolé d'en avoir fait partie. Megan a été la seule à s'excuser. 3 semaines plus tard, Brooke m'a envoyé un SMS. Pas pour s'excuser, mais pour me demander si je pouvais lui prêter le premier et le dernier mois de loyer d'un nouvel appartement. J'ai répondu avec le nom d'un service de conseil financier, et je lui ai souhaité bonne chance. Elle n'a pas répondu. Grâce à Megan, j'ai appris le reste, par bribes, au cours des mois suivants. L'entreprise de construction de papa avait fait faillite 18 mois avant le dîner. De mauvais paris sur 2 projets commerciaux qui avaient mal tourné. Maman couvrait les paiements minimums de 4 cartes de crédit avec une ligne de crédit adossée à la maison, qui était maintenant au plafond. La maison a été mise en vente en juillet.
Ils ont déménagé dans une location plus petite, dans une ville à 30 minutes au sud. Brooke a pris un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire. Rien de tout cela n'est ce que je voulais pour eux. Tout cela était la conséquence de choix qu'ils avaient faits, bien avant que je n'entre au Belvadier. Et ce n'était pas à moi de réparer leurs erreurs. J'ai fait ce que j'avais promis à table. J'ai appelé papa 6 semaines plus tard, et je lui ai proposé de m'asseoir avec lui et un conseiller financier. Il m'a raccroché au nez. Je n'ai pas rappelé, mais l'offre tient toujours. J'ai appris que la chose la plus chère que l'on puisse acheter, c'est le confort des autres avec notre propre silence. Et la nuit où j'ai arrêté de payer pour ça, c'est la nuit où je suis enfin devenu riche. Voilà mon histoire. 16 chaises, un verre d'eau, et une carte de crédit qui a dit la vérité que personne d'autre ne voulait dire. Si vous avez déjà été la banque de la famille, écoutez-moi bien. Aider est un choix, pas une dette. Et une limite n'a pas besoin d'être bruyante pour être infranchissable. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine.